Bonjour à vous derrière votre écran, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chloé, maintenant vous me connaissez, initiatrice de Elle Projet. Et aujourd'hui je suis avec Sophie. Salut. Qui poste énormément de contenu, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux, donc nous allons y revenir. Tu as notamment un blog qui se nomme Tout est politique. Et il n'y a pas longtemps, tu as commencé avec des collègues, amis, un podcast qui se nomme Disclaimer. C'est ça. Voilà. Donc pour revenir à notre présence aujourd'hui devant la caméra, comme pour les vidéos précédentes, nous allons nous demander qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique d'être une femme dans le monde de la culture. Je te laisse maintenant la parole et on va commencer par une question un peu bateau mais que j'aime beaucoup, qui est ton parcours scolaire et professionnel. Ok. Alors moi, pour mon parcours scolaire, j'ai fait des études à l'université après mon bac littéraire. C'était hyper important pour moi d'aller à la fac. À un moment, j'ai un peu hésité avec la prépa. Okay. Et je me suis dit non, la fac, l'autonomie et en fait toute l'image que j'en avais à cause des séries, des exactement, films, je comprends. des séries AB de Hélène et les garçons à la cafette et ce genre de choses. Je me suis dit allez non, on va à la fac. Donc j'avais commencé par faire du droit pendant 1 mois, ça n'a pas marché du tout. Et je suis partie en histoire sociologie un peu par hasard parce que j'avais eu une bonne note au bac en histoire. Donc j'avais dit je vais prendre histoire. Et donc il fallait prendre une mineure en matière. J'ai pris sociaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc par histoire sociaux pour ensuite bifurquer par la communication. Parce que j'avais envie de continuer d'écrire et que c'était quelque chose que je faisais dans cette matière-là, mais il y avait un peu plus de débouchés. Et je commence un petit peu à m'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire en fait en écrivant sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça ensuite que je me suis dirigée vers la communication sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est mon métier. Je suis community manager, social media manager. Donc en gros, pour les entreprises, je fais leur communication sur les réseaux sociaux. D'accord, merci de préciser parce que c'est vrai que des fois on a des mots anglais comme ça qu'on plaque sur des métiers maintenant. Et on est un peu là à se dire oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis en fait, quand tu es dans un milieu très citadin, t'as plein de gens qui voient ce que c'est community manager. Puis un jour, t'en parles à quelqu'un en mode normal. Ouais, je suis CM. Hein pardon. T'es un cours magistral ? C'est ça. Alors ça, c'était avant, maintenant non, mais voilà. Ok, et est-ce que ton cursus, ton double cursus histoire-sociologie, ça t'a aidé vraiment pour la communication ou ça t'a juste, enrichi en fait, ce qui est pour moi une très bonne chose aussi. Les deux. Je pense que ça s'est un petit peu nourri, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en histoire socio, moi c'était juste pour faire des matières qui m'intéressaient, et la socio je connaissais pas et je me suis dit ça a l'air vachement intéressant. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai appris énormément de choses d'un point de vue culture générale. Ça m'a aidé à apprendre à synthétiser, à développer une idée, à la structurer, et ça a énormément influencé ma culture générale, ma manière de m'exprimer. Mais ensuite, j'ai vu d'autres choses ensuite en com qui étales complètement différentes parce qu'on était sur des cours beaucoup moins théoriques. Mais je pense que oui, ça m'a beaucoup aidée. Les sciences humaines et sociales, on peut dire ce qu'on veut à ce sujet. En vrai, une fois qu'on connaît les débouchés, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Et même pas forcément au niveau des débouchés, mais je pense juste au niveau de ta vie quotidienne. Bien sûr. Ça a apporté énormément de choses. Moi, j'ai fait des études de culture par la suite, mais j'ai fait un bac ES. Et c'est vrai que au lycée, des fois, je sortais de certains cours de sociaux ou d'éco et j'étais là. Ah oui, quand même, toute ma vie me remis en perspective. Mais clairement, moi, c'est les cours de sociaux qui ont changé ma vision du monde et ensuite qui m'ont poussé à m'intéresser à certains sujets et qui ont débouché sur ensuite tout le contenu. Je créais déjà du contenu, mais ça a clairement influencé la manière ensuite dont j'ai voulu en parler. D'accord, et tu parles beaucoup d'écriture. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette passion pour l'écriture, les différentes formes d'écriture que tu peux avoir J'aurais beaucoup de mal à dater
quand est-ce que j'ai commencé. Je pense qu'en fait, déjà petite, j'aimais beaucoup lire et les deux vont souvent ensemble. Oui. Et c'était un petit peu une espèce de certitude pour mes parents, dès que j'étais enfant, de Sophie, un jour, elle sera écrivain. Il y avait un truc comme ça. Sophie, un jour, elle écrira des choses, elle sera écrivain. Et écrivaine, même, on va dire. Oui. Et en fait, pendant un moment, j'ai un peu boudé ça. Enfin, j'avais l'impression de le bouder parce que j'écrivais plus sur le papier comme je faisais plus jeune. Et en fait, en vrai, non, j'ai continué ado à écrire sur des blogs. Mais à ce moment-là, c'était pas du tout la vision... Skyrock. C'est ça, et puis c'était pas la vision qu'on en avait de maintenant, où quand on dit on écrit sur un blog où il y a un truc un peu légitime, plus légitime qu'avant. Donc, on trouvait que c'était sûrement un peu bête à l'époque, puisque t'es ado et c'était en ligne. Et en fait, ça a continué comme ça. Donc, je pense que c'est depuis que je suis assez jeune. Et ensuite, mes études et cette passion de l'écriture se sont couplées ensemble, puisque, comme j'ai dit, ça m'intéressait la communication sur les réseaux sociaux. Donc, au fur et à mesure, les deux se sont rejoints. J'avais envie d'écrire. Mes études m'ont montré les manières où je pouvais utiliser les réseaux sociaux. Et voilà, les deux se sont mélangés. D'accord. C'est bien que... c'est rare, je pense, que les parents poussent les enfants ou soient positifs, en fait, dans le fait que ton enfant veut devenir écrivain ou écrivaine, etc. En tout cas, veut aller dans des milieux d'édition, de culture, de théâtre aussi. Bon, là, c'est pas ton cas, mais c'est vrai que... J'entends souvent, il va faire du théâtre, ou il veut écrire, il va rien faire de sa vie, etc. Et puisque tu en parles, ma petite sœur fait du théâtre. Ah oui, c'est vrai. Au cours Florent. Ah, au cours Florent, d'accord. Et donc aussi, c'est parce que j'ai déjà eu ce genre de remarques, comment mes parents, tu sais, le vivent, justement. Et je pense que, tu vois, c'est des passions qui ont un petit peu... ça appartient un peu à la culture générale. Le théâtre, c'est quelque chose... il y a les classiques du théâtre, même s'il y a aussi le théâtre avec des œuvres plus contemporaines. Mais voilà, il y a quelque chose... Il y a une certaine légitimité, un certain prestige, on va dire. Pour l'écriture, c'est pareil. Tu vois, on a l'image de l'écrivain qui lit beaucoup. Et donc, je pense que c'est des passions artistiques, mais qui font peut-être moins peur que certaines autres passions... que je sais pas. Aussi, par exemple, j'avais dit que je voulais devenir streamer sur Twitch et s'ils avaient absolument pas compris ce que c'était, et comme quand j'étais plus jeune, leur vision du jeu vidéo était pas forcément plus aboutie, on va dire, je pense que ça n'aurait pas forcément été les mêmes encouragements. Oui, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai souvent ce discours-là avec YouTube, où nous, je pense qu'on est une génération, qui comprenons, je vais mettre des gros guillemets, ce que ça signifie YouTube, le travail de YouTube, on va y revenir. Et c'est vrai que je discute avec des gens qui ont vraiment plus de 35 ans, qui ne comprennent pas cette plateforme, qui ne comprennent pas que c'est un travail. Je l'ai découvert moi-même vraiment, c'est vraiment un travail. Qui ne comprennent pas aussi, bon là on s'éloigne un peu du sujet, mais comment on peut gagner de l'argent en fait avec. Ah oui. Voilà. Et le fait de comment ça tu gagnes de l'argent en montrant ta tête sur les réseaux sociaux et en disant achetez ce produit. Bon, moi dans ma tête je suis là, laisse-les rager, c'est pas grave. Mais donc pour revenir à la base de ce que tu dis, c'est vrai que le théâtre et l'écriture, je pense que c'est des métiers qui sont plus connus et reconnus. C'est ça. Et c'est sûrement pour ça que, je dis tes parents, mais de manière générale, ça va être un peu plus accepté. C'est ça. Que je veux devenir réalisatrice ou je veux devenir youtubeuse ou je veux devenir streameuse. Ça, c'est vraiment un très bon exemple que tu donnes parce que nous, on connaît. C'est ça. Parce que, moi, je connais... par mon copain, parce que lui, il est vraiment dans l'univers jeux vidéo, etc. Il adore ça. Mais oui, je sais que j'en parle à mes parents, ils vont être là, mais c'est quoi ce métier? C'est ça. Tu parles beaucoup de projets d'écriture, là, dans les réponses que tu m'as données pour le moment. Est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer à ceux et celles qui nous regardent comment tu gères ou pas C'était la petite blague avant qu'on commence, mais je gère rien du tout. Je fais un burn-out tous les 15 jours et je pleure dans mon lit. Question suivante. Allez, next. Non, comment tu gères, comment tu as l'impression de pouvoir tout gérer? Et notamment, je sais que je suis un peu comme ça, j'ai l'impression qu'on est des personnes qui aiment bien se rajouter des projets, alors que tout à fait. Il y en a un qui n'est pas terminé, ou qu'il y en a un autre qui est en cours ou en cours d'écriture.
Donc je reformule parce que voilà, je m'égare un petit peu. Comment tu gères tes projets et notamment Disclaimer, le podcast, et si tu peux nous en parler un petit peu plus. Bien sûr. Alors comment est-ce que je gère mes projets ? Mon secret, c'est le bullet journal. Les agendas. C'est ça. Non, mais c'est la vie. En vrai, c'est m'octroyer des plages horaires dans la journée ou dans ma semaine où, en fait, je sais que je vais faire ces activités-là. Au même titre que je mets des plages horaires pour mon sport, au même titre que je mets des plages horaires quand je vais voir des potes et qu'on prévoit un ciné. C'est, dans ma journée, à telle heure et jusqu'à telle heure, je m'occupe que de ça. Ça marche pas toujours parce que parfois on est juste fatigué, flemme, démotivation, mais au moins c'est écrit et c'est acté. Et voilà, et en gros, comme j'ai un bullet journal, je le rajoute au fil des semaines et c'est ça qui m'aide. Et après, au fil du temps, on arrive plus ou moins à visualiser comment est-ce qu'on gère telle tâche, combien de temps on met dessus, et donc on arrive à les dispatcher. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et ensuite, j'ai des pages dans mon bullet journal avec des idées de contenu, de choses que j'ai envie d'écrire et de faire. Donc en général, ça m'aide aussi à visualiser les prochains sujets. Ok, donc team agenda, team bullet journal. Exactement. Et pour disclaimer, comme en fait, donc c'est un podcast, j'explique brièvement, c'est un podcast sur les fanfictions que je fais avec 2 amis et collègues, comme tu disais bien, Cordélia de la chaîne, il y a deux chaînes, c'est Cordélia M et MX Cordélia, et Mathilde, qui est journaliste culture. Et en gros, donc on parle de fanfiction, ce merveilleux monde de littérature et d'écriture en ligne, donc pour les fans à partir d'œuvres culturelles, souvent issues de la pop culture, on va pas se mentir. Et donc on parle de fanfiction avec à chaque fois un angle différent. Donc par exemple, l'un de nos derniers épisodes, j'aime bien donner cet exemple, c'est le sexe dans la fanfiction. Mais c'est très drôle, enfin, c'est génial de parler de ça, de pouvoir complètement décomplexer le sujet. C'est ça, et c'est tellement courant en vrai dans la fanfic quand tu commences à en lire et à en écrire, ça nous semble incontournable. Mais donc voilà, donc on est 3 dessus, ce qui fait qu'il faut réussir à se dispatcher le travail. Donc en gros, c'est beaucoup de conversations Messenger sur quel sujet on va faire, qui est-ce qui va s'occuper du montage par la suite. Donc en fait, on roule. D'accord. Et après, c'est du Google Drive, tout le monde met ses idées. Et après, c'est souvent la veille, on a mis les idées, mais on n'a toujours pas les transitions et les chroniques de chacun et chacune. Donc, ça se fait un petit peu à la hâte. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est un podcast qu'on fait sur notre temps libre pour se faire plaisir. Donc, s'il y a un épisode qui sort tous les 3 mois, il sortira tous les 3 mois. Et voilà. Et le but, c'est de garder une certaine constance en discutant souvent. Et les nouvelles technologies, Google Drive et Messenger aident beaucoup. On a discuté de l'écriture, du podcast Disclaimer, et tu as été un petit peu dans le YouTube game aussi à un moment. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début, le milieu, la fin? Le début. Le début, j'avais envie de parler de séries télé, j'en avais marre d'écrire et juste d'écrire, parce que c'est quand même beaucoup d'écriture avant de tourner un épisode, et donc j'en avais marre de juste écrire, et à ce moment-là je regardais des chaînes américaines et quelques chaînes françaises de pop culture sur YouTube, et j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, mais il me manquait parfois ce que moi je cherchais, donc un peu de sociaux et un peu de féminisme et parfois quelques sujets annexes de sciences politiques ou même de psychologie sociale que j'aime aussi, qui m'intéressent. Mais voilà, surtout sociaux et féministes, je trouvais que ça manquait un peu. Donc j'ai décidé de lancer ma chaîne. Le milieu, j'ai fait quelques vidéos, un certain nombre, qui m'ont pris beaucoup de temps. J'ai adoré, c'était super. Il y a aussi des revers de la médaille. YouTube, c'est particulier. Autant en termes de communauté, de gens qui commentent, de gens que tu peux rencontrer qui font YouTube et qui sont là pour en vivre, et comme c'est très précaire, qui sont prêtes à tout, on va dire. D'accord. Mais donc voilà, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai aussi fait de très belles amitiés. Mais voilà, c'était un nouveau milieu que je connaissais pas, et aussi parce que pour le coup, mon blog, c'était très solitaire comme activité. Oui.
Et là, je me suis retrouvée avec plein de gens en fait que je rencontrais et qui créaient une espèce de microcosme de créateurs de contenu. Et donc voilà, donc j'ai continué comme ça à faire mes vidéos, à rencontrer des gens, à passer beaucoup de temps dessus. Et puis je me rendais compte que j'avais un petit peu, on va dire, des hauts et des bas, que j'étais pas forcément satisfaite de ce que je sortais, j'étais pas forcément toujours satisfaite des retours. Parfois, j'avais aussi l'impression qu'il y avait une espèce d'incompréhension dans ce que j'essayais de produire et des résultats escomptés, que ce soit par rapport à certains journalistes ou voilà, par rapport à, tu vois, certaines choses que... Enfin, la manière dont j'abordais... Enfin, moi, le sujet, je voulais que ça reste une passion et c'était un petit peu devenu une chaîne fourre-tout. Je mettais aussi mes vlogs, tout ça. Oui, d'accord. Ouais. Et j'avais l'impression qu'en fait, il y avait vraiment cette... tu crées du contenu et en plus, c'est sur YouTube. Et comme YouTube, là, est en plein dans son âge d'or, il faut absolument que tu aies envie d'en faire ton métier. Ouais. J'avais pas spécialement envie et par rapport au format en plus que je créais, c'était absolument impossible d'en vivre, hormis si j'avais décidé de me mettre sur Tipeee encore et j'avais pas envie de financer. Donc voilà, donc j'étais un petit peu en train de marcher sur des œufs, à pas réussir à trouver ma place. Et puis ensuite, la fin, c'est qu'en fait, au bout d'un moment où on essaye de se renouveler, où on crée de nouveaux formats, donc j'avais décidé de parler de livres, de partager mes lectures, surtout de féminisme, de sciences humaines et de sciences politiques. Et on se rend compte qu'on n'est quand même pas entièrement satisfait, qu'on a quand même une certaine frustration et qu'il y a quelque chose qui ne nous parle pas et qui, au fond, est peut-être toxique pour nous. J'adore YouTube, mais voilà, je pense que c'était peut-être pas, en tout cas, ce format-là et cette chaîne... ce qui me convenait. Je me suis dit qu'il fallait arrêter et donc j'ai créé un long article pour expliquer voilà, toutes les choses Je vous le mettrai en description. Je vous mettrai en description l'article. Je pense que ça sera peut-être... Il est assez complet. Je passe vraiment tout en revue, autant les choses négatives que les choses positives, qui sont globalement des choses qui reviennent la plupart du temps chez tous les créateurs de contenu. Et donc voilà, donc j'ai fait cet article-là pour mettre, pour vraiment... boucler la chaîne. J'ai pas fait de vidéo de fin parce que justement je me suis dit... il n'y a pas forcément besoin. Si en plus à la base toi tu viens du monde de l'écriture, je me suis dit en fait ça te paraissait peut-être j'étais plus logique. tellement démotivée, j'avais la flemme de faire la vidéo, je me suis dit donc je vais me reposer devant une caméra, je vais recommencer à devoir parler face caméra et ensuite à faire le montage et ça va me prendre tellement de temps parce que ça prend énormément de temps aussi de faire tout ça. Je me suis dit, mais en fait, je vais faire un article, je vais renouer avec ce qui me plaisait et ce qui m'a toujours plu aussi dans les vidéos, qui était la partie écriture de la vidéo, et basta. Et donc voilà. Ok. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, la première fois que je t'ai vue, c'était sur une vidéo YouTube. J'espère que la vidéo était bien. Oui, c'était celle avec... Lucie, où vous parlez du test de Bechdel. Je vois très bien. Ouais. Donc moi, c'est comme ça que je t'ai aperçue. Et après, je t'ai suivie sur les réseaux. Et l'histoire fait que voilà. Nous voilà en train de tourner une vidéo pour YouTube. Pour YouTube, exactement. Oui, c'est un peu... C'est moi qui fais le montage, donc... Oui, non, c'est moi, vous inquiétez pas. Tu utilisais des termes assez forts, je trouve, d'être un peu déçu par ton contenu ou des retours que tu as pu avoir, face à ces vidéos, face à ces contenus. Et tu voulais me parler d'un sujet important qui touche... Enfin, pas qui touche, mais... c'est souvent les femmes qui en parlent. Je pense que les hommes doivent l'avoir aussi, mais en parlent peut-être moins. Donc j'arrête de teaser. Est-ce que tu peux nous parler du syndrome de l'imposteur, s'il te plaît ? Oui, le syndrome de l'imposteur. Alors pour le coup, moi, fait assez bizarre, il m'a pas touchée au début. Je pense que c'est parce que justement je m'impliquais dans ce que je faisais en ligne, mais pour moi, c'était une goutte d'eau parmi tout un tas d'autres contenus. C'était du fun, quoi. C'est ça, c'était du fun. Mon premier blog, au début, ça parlait de tout, sauf de féminisme, ainsi de suite. Et ensuite, les deux sujets se sont mélangés. Et après, bien plus tard, justement, quand le syndrome de l'imposteur est arrivé, j'ai commencé à dispatcher, à mettre d'un côté tout ce qui était plus perso, humeur, lifestyle, et ensuite le contenu plus politisé. Et en fait, globalement, moi, au début, je faisais ces choses-là et je me prenais pas la tête. Et ce qui fait que quand on me parlait de syndrome de l'imposteur, ou quand des gens me disaient « Mais comment t'arrives à trouver la confiance en toi pour parler de ces sujets ?» J'étais pas vraiment dans ce genre de vibe parce que je pense aussi que, pour le coup,
je pense que ça vient aussi, tu sais, de l'éducation de tes parents. Est-ce que s'ils vont te insuffler d'avoir confiance en toi et ce genre de choses. Et moi, je sais que j'ai un père qui va être assez exigeant et peut-être parfois te pousser dans tes retranchements, mais qui m'a jamais dit que je pouvais rien faire. Oui. Et qui a plutôt valorisé le fait de vouloir prendre la parole et de partager ses idées. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, quand je me suis rendu compte que ce que je faisais pouvait avoir un impact dans le sens où des gens allaient le lire, parfois s'y référer, le partager, que ça pouvait les aider, j'ai eu des gros coups de stress à me demander si je faisais les choses bien, si je les faisais de manière juste, si j'étais pas en train de faire de la merde complète. De dire des choses fausses qui pourraient mettre en porte-à-faux certaines personnes. Exactement. Ouais, le fait de devenir importante, en fait, pour des gens. C'est ça. Et en même temps, la première chose que je me disais et que beaucoup de gens m'ont répété, c'est faut surtout pas se donner tant d'importance que ça, parce que, c'est pas... En fait, on a ce truc à cause... quand on est visible sur les réseaux sociaux, très vite, il y a toujours cette glorification de la personnalité des gens qu'on suit, même à une petite échelle. Et je vais pas dire qu'on prend la grosse tête parce que c'est pas du tout le sujet. C'est plutôt que très vite, sur aussi des sujets de société aussi importants, on va se mettre une pression dingue, comme si tout reposait sur nous, alors que pas du tout. C'est un travail collectif de partager, de viraliser ses idées. Et clairement, vous êtes personne, il faut se garder cette idée en tête que vous êtes personne pour vous aussi ne pas péter un câble. Et voilà. Mais comme c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont importants pour nous, forcément, il va y avoir ce moment où on se dit « Est-ce que je suis pas en train de faire de la merde complète ?» Et moi, ça m'est arrivé au bout d'un moment. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à avoir le syndrome de l'imposteur et à remettre en question tout ce que je produisais. Donc, ça a été réécrire des articles, ça a été supprimer certains articles, pas parce que j'en avais honte, mais parce que je les trouvais pas assez professionnels. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, moi, ça m'est arrivé un peu sur mon blog aussi. C'est ça a été les vidéos, m'en vouloir parfois d'être un peu trop chill, de faire des touches d'humour et ainsi de suite, mais en même temps, c'est ce qui marche, parfois d'être un peu rigolote et tout. Et donc, en fait, j'ai commencé à avoir une espèce de flou où j'essayais de partager ma personnalité, de la diviser pour montrer que certaines choses, pour pas qu'on m'atteigne. Mais en même temps, c'était pas totalement moi. Mais en même temps, il faut aussi se présenter d'une certaine manière. Et en vrai, petit à petit, il y a une espèce de syndrome de l'imposteur où on fait jamais assez, c'est jamais suffisant et où on perd pied. Et voilà. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est avoir confiance dans ce qu'on fait, savoir que ce qu'on fait, c'est bien. Et même si c'est pas bien, c'est perfectible. Mais aussi ne pas oublier que on n'est pas toute seule. Voilà, ce qu'on fait ne va pas changer la face du monde et c'est pas le but. Le but, c'est aussi de s'amuser, de créer, d'en faire profiter des gens, de grandir et de faire grandir les autres avec soi. Et c'est tout. Et c'est très bien. Et il n'y a pas besoin de se mettre plus de pression. C'est une très jolie conclusion parce que moi, c'est ce que j'espère pouvoir apporter avec ces vidéos aussi là qu'on fait. Et notamment... par rapport à ce projet, moi, c'est vrai que... alors, j'espère que je n'aurai pas de nouveau ce syndrome, parce que pour le moment, je m'éclate. Mais c'est vrai que moi, ça a été avant. Et pendant longtemps, à me dire « Ah, j'ai trop envie de faire ça. » Ouais, mais non, mais t'es qui, en fait, pour faire ça ? Ça va intéresser personne. Tu vas pas bien le présenter, etc. Et en fait... à force de regarder des youtubeuses, de lire des articles de femmes qui ont dit mais en fait, un jour, je me suis dit F, je le fais. Et je me suis dit, mais je peux me dire, mais t'es qui ? Mais en même temps, je peux me dire, mais je suis moi et j'ai envie de le faire, donc je le fais. C'est ça. Ça se trouve, ce projet ne fonctionnera pas. Tant pis, c'est pas grave. J'ai fait des super belles rencontres. J'ai découvert... des choses chez des proches que je ne connaissais pas ou peu. Donc voilà, je pense que des fois, se mettre en avant comme ça peut être que du bonus aussi pour mûrir, pour grandir. Et à travers ce projet, je me dis, en fait, tu sais parler à des gens, tu sais, j'espère mener une interview, tu as réussi à te débrouiller dans le montage, etc. Donc... je pense que ça peut être que du bonus aussi des fois de se dire F, j'y vais quoi. C'est ça. Alors on vient de discuter du syndrome de l'imposteur, mais il y a un aspect de ta vie maintenant qui peut-être est paradoxal ou pas. Tu montres beaucoup ton visage maintenant sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à TikTok, où je pense que si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est souvent des vidéos mèmes où on reprend des sons, des dialogues, etc., où on peut aussi créer
ses propres contenus, ce qu'on aime. C'est trop bien. C'est vrai que j'aime beaucoup. Et c'est avec toi d'ailleurs, je sais où je t'avais dit, c'est bon, j'ai installé TikTok pour voir tes vidéos. Qu'est-ce que ça t'apporte de montrer ton visage maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où tu peux te défouler, je pense? Alors moi, pour le coup, j'ai toujours montré mon visage sur les réseaux sociaux. Il y a eu des périodes où je l'ai moins montré, pour des raisons qui étaient vraiment logiques à l'époque, mais sinon, de manière générale, on pouvait toujours trouver à quoi je ressemblais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Comme j'ai commencé en partageant des photos sur Skyblog quand j'étais ado, j'ai gardé l'habitude. Skyblog. Non mais c'est ça, j'ai gardé l'habitude sans trop me poser de questions. Et en fait, comme je disais avant, pour le syndrome de l'imposteur, c'est important de se dire, je suis personne, mais donc je peux faire des choses quand même. Voilà. Mais c'est bien aussi parfois se dire, je suis personne, donc en fait... Ouais, donc en fait, je m'en fous, je peux mettre ma tête. C'est ça, je peux mettre ma tête, ça ne va rien changer à la face du monde. Et voilà, et je suis une goutte d'eau parmi toutes les autres. Et parfois, c'est très agréable de se rappeler qu'on est une goutte d'eau parmi toutes les autres. Donc voilà, après, même si parfois il m'arrive de faire des TikTok un peu plus politisés, qui parlent de féminisme, et voilà, ça reste quand même une plateforme où je vais parler d'écriture de manière plutôt fun, de fanfiction, d'Harry Potter, parfois juste de mode. Vraiment, c'est plus le côté lifestyle de mon contenu qu'on retrouve sur Gliocas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé Gliocas et pas tout est politique. Et donc là, c'est vrai que je suis plus à l'aise. C'est toujours moi. Donc on peut trouver facilement et faire le pont et ça me faire le rapprochement, mais en vrai, voilà, c'est l'autre facette plus perso entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mais donc voilà, mais vraiment toujours cette idée de se dire pourquoi pas moi, et en fait pourquoi pas moi, parce que ça n'aura aucune incidence que je me montre, parce qu'on est plein à se montrer, donc voilà, faisons juste partie du mouvement. C'est ça, et faut se dire aussi un peu que maintenant, je pense que, nous, notre génération, plutôt les gens de notre âge, on va dire, sont arrivés à un âge où, en vrai, on s'en fout, quoi. Tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est comme, je fais un parallèle peut-être un peu bidon, mais comme genre à la fin du lycée, où on est là, ah non, mais je veux pas qu'on sache qu'on sorte ensemble. Mais les gens s'en foutent, en vrai, quoi. C'est ça. Quand vous grandissez, vous vous rendez compte à quel point vous vous fichez de plein de choses, mais je pense aussi, quelque chose qui concerne beaucoup les femmes, le regard qu'on a sur notre corps. Je vais pas dire que c'est forcément hyper facile en vieillissant, mais je me rends compte, et on est plusieurs de femmes de mon entourage à être d'accord, il y a des choses qui nous prenaient la tête à dos. Quand on grandit, on s'en contrefiche. Moi, c'est plus les mêmes, en fait. C'est plus les mêmes aspects. Je pense que il y a des roulements sur notre regard. Chaque décennie, de nouveaux complexes. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais bon. Donc voilà, on a pas mal parlé déjà. Donc je pense que vous avez compris que toutes les interviews que je mène, c'est un crossover entre la culture et le féminisme. Voilà, on ne cache rien, et c'est aussi un des sujets de ma vidéo. Donc je vais te poser les questions que j'ai posées à Pauline, que j'ai posées à Isabelle. Pourquoi c'est important pour toi qu'il y ait des femmes dans le monde de la culture ? Point. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? Tout simplement parce que c'est essentiel. Mais nous, ça nous paraît obvious. Mais je fais aussi ces vidéos parce que je pense que pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Mais comme dans tout métier, en réalité, c'est une évidence qu'il faut une parité, ou en tout cas se rapprocher le plus possible d'une égalité de représentation, de présence et de direction sur les projets en question, dans le métier en question, hommes-femmes. Voilà, c'est essentiel. C'est autant essentiel que chacun ait la possibilité d'intégrer ces différents métiers, d'y avoir sa place, de ne pas être confronté au plafond de verre. Et c'est important pour le partage de points de vue. C'est-à-dire que notre vécu va façonner notre manière de voir le monde, va façonner nos idées, notre créativité, les projets qu'on peut décider de financer et de mettre en avant. Et quoi de plus important que la mise en avant de projets dans la culture et le fait de passer des messages artistiques, culturels et éminemment politiques, puisque tout est politique.
C'est beau, c'est bien placé, ça passe tout seul. Là, on parle de la culture, mais toi, du coup, ton métier, c'est community manager. Ouais. Bon, là, je dérive un peu, je te reposerai une autre question derrière, mais est-ce que toi, dans ton métier, tu as pu voir beaucoup de parité ou au contraire, plus de femmes ou plus d'hommes? C'est un métier très féminin, community manager. Après, en fonction des secteurs, on se rend compte, par exemple, dans la tech, dans la finance, parce que oui, il y a des community managers dans le milieu financier. Il y en a partout maintenant. Voilà, c'est ça. Tout ce qui va être community manager, social media manager, ça reste quand même assez féminin, mais de manière générale, la com et le marketing, c'est plutôt le cas. Donc après, effectivement, si vous regardez dans une entreprise, dans l'entreprise dont vous faites partie, si vous regardez l'arborescence, souvent et la hiérarchie, on se rend compte, comme partout, qu'il y a souvent un plafond de verre. Voilà, ça change pas particulièrement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir ton poste de community manager, mais si tu as envie de monter plus haut dans l'entreprise où tu es, tu risques de te confronter à des difficultés, c'est ça ? En gros, oui, le plafond de verre, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, entre les hommes et les femmes, on se rend compte qu'il y en a un qui peut continuer à monter les échelons, et pour la femme, ça va être plus compliqué. Après, moi, j'ai travaillé dans des structures différentes, avec des politiques en interne différentes, et forcément, il y avait des endroits où, on va dire, l'égalité des chances, entre guillemets, était plus valorisée que dans d'autres entreprises où, pour le coup, c'était très, très masculin. D'accord. Voilà. On a parlé de l'importance des femmes dans la culture, aussi par rapport à ton métier. Donc, comment tu vois la place des femmes dans le monde de la culture dans les années à venir, et même la place des femmes dans le monde en général ? C'est une question compliquée. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Oui. Qu'on est sur plein de choses qui évoluent, de paroles sur des sujets qui sont prises, qui sont valorisées. Moi, j'ai toujours peur du backlash, c'est-à-dire le retour de bâton. Si vous n'avez pas lu le livre de Suzanne Faludi, Backlash, qui parle de ça, je vous le conseille vivement, sur à chaque fois qu'il y a des avancées féministes ou des avancées de manière générale sur des sujets progressistes, on se prend un retour de bâton réactionnaire derrière. Donc moi, j'ai souvent peur de ça. Ça commence à arriver malheureusement dans certains pays du monde. On le voit avec Trump et les États-Unis, ou dans certains États, l'avortement. Oui, bien sûr, mais tu peux faire en France avec Darmanin. Oui, non, mais bien sûr. Oui. Là, c'est vrai que on tourne en pleine canicule d'août, et il y a eu c'était quand le remaniement ? C'était il y a un mois ? À peu près. Ouais. Où, effectivement, Macron disait que l'égalité homme-femme allait être la grande cause du quinquennat. Et là, tout d'un coup, on a Darmanin et l'autre, là... Dupond-Moretti. Ouais. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, effectivement. Vous vous doutez que ça nous rend assez perplexes comme choix, donc même si c'est pas très surprenant en vrai de la part du gouvernement, mais donc voilà, donc le backlash il existe, on le sent arriver et s'implanter petit à petit, et je pense que malheureusement dans la culture c'est sûrement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir ce qu'on appelle souvent des tokens, c'est-à-dire prendre quelques personnes pour faire joli, pour donner l'impression en façade qu'on est pour la diversité et ce genre de choses. Et puis en vrai, on se rend compte que quand on gratte, c'est toujours des situations de harcèlement ou de conditions de travail ou d'inégalité salariale, de politiques discriminatoires qui existent, où ça va être encore plus hypocrite, c'est-à-dire qu'on va avoir des œuvres avec beaucoup plus de diversité, ou des projets mis en avant qui donnent l'impression que c'est très inclusif. Et ensuite, quand on regarde qui est-ce qui est derrière, qui est-ce qui les finance, on se rend compte que ça reste très homogène. Ouais. Donc je pense qu'en fait, c'est ce qu'on va avoir beaucoup dans les années à venir, le fait de devoir beaucoup s'informer sur d'où viennent les projets, ce qu'on devrait déjà faire et qu'on ne fait pas, mais il faudrait être encore plus vigilant pour pas forcément se laisser avoir par quelques, on va dire, paillettes de façade qui donnent l'impression que tout est parfait et inclusif, alors que pas du tout. Merci beaucoup Sophie pour toutes tes réponses, d'être venue en ce énième jour de canicule du mois d'août. Voilà, de t'être déplacée. On va vite ouvrir les fenêtres quand on va terminer. Donc merci d'avoir tout de suite adhéré à ce projet. Quand je t'ai envoyé un message, tu m'as tout de suite répondu positivement. Donc merci beaucoup du fond du cœur d'avoir pris ton temps aussi pour venir, et même en amont
pour qu'on discute du projet. Je te laisse dire ou redire tes réseaux sociaux, ton podcast, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, c'est compliqué mais c'est facile. En vrai, en fait maintenant, tout est politique, ça se retient super vite. Donc le blog c'est touteestpolitique.fr, l'ancienne chaîne YouTube où il y a encore tout qui est posté dessus. D'accord. C'est Tout est politique. Le compte Instagram, c'est Tout est politique. Voilà. Et TikTok, puisqu'on en a parlé, c'est le pseudo que j'ai sur mes comptes plus perso. Enfin, ils sont pas trop perso, mais plus lifestyle. Donc c'est Gliocas, Gliocas. Ça s'écrit comme ça se prononce. C'est tout court, donc c'est facile de s'en rappeler. Et en vrai, je poste de temps en temps les TikTok que je fais dessus en story sur Insta. Donc vous avez le petit pseudo qui apparaît normalement en haut du TikTok. Et voilà. Ok, et Disclaimer, c'est sur YouTube, c'est ça? Disclaimer, alors c'est trouvable sur YouTube, mais on l'a aussi mis sur Spotify et sur Google Podcast. Ok, cool. Et en vrai, si vous avez l'appli, si vous aimez écouter des podcasts, souvent vous utilisez l'appli Pocket qui permet de recenser tous ces podcasts, et si vous écrivez Disclaimer, il sort. Mais en vrai, si vous écrivez Disclaimer podcast fanfiction sur un moteur de recherche, normalement, vous allez le trouver sur plusieurs plateformes différentes. Ça sera facile à trouver. RSS, il soit à plusieurs endroits. Ok, super. Il y a même sur Anchor FM pour ceux qui aiment les podcasts. Ok, c'est nchor.fm. Ok. Et il y a souvent les podcasts aussi dessus. Ok, voilà, plein d'endroits. Donc c'est pour tous tes réseaux sociaux. Donc allez la suivre. Voilà. Abonnez-vous. Allez-y, abonnez-vous. Elle rend. Ou pas. C'est qu'en plus qu'on disait à la fin de la vidéo avec Lucie, on disait abonnez-vous, abonne-toi, je rends. Tu vois. Ça fait voilà, 3 ans plus tard, toujours les mêmes blagues. Toujours bouclées. N'hésitez pas à suivre aussi la chaîne des vidéos. Donc sur Instagram, c'est L-projet. Donc L.S.projet. Oui, c'est ça. À chaque fois, je m'embrouille avec les points. Donc, L.S.projet. Donc, sur Instagram, c'est le seul réseau social qu'on a parce que, voilà, je vais vous dire honnêtement, c'est moi qui le gère et Facebook et Twitter, voilà, je suis pas trop dedans. Je suis plus trop dedans pour Facebook et je suis pas trop dedans pour Twitter. Donc, on est seulement sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez comme disent tous les bons youtubeurs et youtubeuses. On vous souhaite le meilleur et on vous dit à bientôt. Salut. Au revoir.